Depuis que le gouvernement des États-Unis a imposé sa monnaie papier, cette dite monnaie a perdu 99,20% de son pouvoir d'achat. Et vous vous doutez bien que l'euro n'a pas fait mieux. Résultat, on quitte la maison familiale plus tard, on se marie plus tard, on reporte l'achat d'une maison, on a moins d'enfants, l'âge de la retraite recule, et tout ça à cause du fait que les gouvernements... Pourquoi? Parce que les gouvernements dépensent plus que ce qu'ils peuvent se permettre sur base de théories économiques totalement biaisées. Mais les gars, ce que je peux vous assurer, c'est que ce sera pas mon temps et mon énergie qui servira à rembourser cette dette. On vit des progrès technologiques spectaculaires depuis les dernières décennies. Alors pourquoi notre argent nous appauvrit plutôt que nous enrichir? C'est une question que de plus en plus de personnes commencent à se poser et en même temps, il y a de quoi faire réagir. Il se passe quelque chose de vraiment important et caché. Quelque chose de jamais discuté et qui révèle une situation très dérangeante. Comment les politiques keynésiennes de nos gouvernements ont ruiné notre génération et comment ils sont en train de faire de leur possible pour pouvoir cacher cette vérité, même si ça signifie nuire à sa propre population. Depuis que les gouvernements ont pris le contrôle sur la monnaie pour nous forcer à utiliser une monnaie dont ils ont le contrôle, rien que la monnaie la plus forte du monde, donc l'USD, a eu une inflation cumulée de 3000% et a du coup perdu plus de 99% de sa valeur. Et le dollar américain était autrefois un synonyme de stabilité. De 1635 à 1900, le dollar avait gardé l'intégralité de sa valeur sur 265 ans. Pourquoi alors depuis il a perdu la quasi-entièreté de sa valeur? Why I make over 3 times the federal minimum wage and I cannot afford to live. Who the can afford that? Si tu penses que c'est le problème des Américains, tu te trompes fortement. L'euro, en à peine 25 ans d'existence, il a déjà perdu 90% de sa valeur. Ça explique en partie pourquoi, à presque 30 ans, t'es en train de regarder cette vidéo dans ta coloc qui pue la chaussette, alors que tes parents au même âge, ils étaient en train de devenir propriétaires. Comment les gouvernements empêchent notre génération de bâtir notre avenir en nous volant notre temps et notre énergie, et comment tout ça a commencé avec les idées d'un économiste manipulateur, John Maynard Keynes. C'est parti. Keynes, il apparaîtra pour la première fois sur les radars en 1914 et à ce moment-là, le contexte international est très tendu étant donné qu'on est à l'aube de la Première Guerre mondiale. La Banque d'Angleterre est en crise à ce moment-là. Avec la guerre qui approche, ses réserves d'or, elles s'épuisent rapidement et tout le système financier britannique est sur le point de s'effondrer. Et on parle d'une institution qui était au cœur du commerce international à l'époque. La Banque d'Angleterre, c'est même sur ce modèle que venait de se créer la Fed, un an plus tôt, la Banque centrale américaine. Et c'est dans ce contexte de crise financière absolue en Angleterre que John Maynard Keynes fait son entrée à seulement 31 ans sur la scène de son pays. Keynes propose d'émettre une nouvelle monnaie papier pour financer la guerre. Mais comment donner de la crédibilité à cette nouvelle monnaie en papier? Parce qu'à cette époque-là, les personnes ne voyaient aucune valeur dans les monnaies papier. Ce qui leur donnait de la valeur, c'était la certitude que tu avais, que tu pouvais l'échanger contre une certaine quantité d'or fixe. Effectivement, l'or, lui, est rare et lui préserve les efforts que tu as fournis pour gagner de l'argent. Et donc comment Keynes allait pouvoir donner l'illusion que ces billets étaient échangeables contre de l'or alors que ce n'était pas du tout le cas? Il proposa que l'or soit uniquement accessible au siège de la Banque d'Angleterre qui était situé à Londres et donc rendant le voyage pour y accéder vraiment coûteux et long pour la plupart des gens du pays. Résultat, la plupart des gens renoncèrent à faire ce trajet et se contentèrent des billets en papier. Le plan de Keynes fonctionna et devinez quoi, ça n'allait pas être la dernière fois qu'il allait servir l'intérêt des gouvernements au détriment de la population. Ok, donc maintenant que les réserves d'or qui leur restaient vont rester dans les coffres grâce au plan de Keynes, il restait encore un problème. Comment ils allaient pouvoir financer cette guerre colossale que va être la Première Guerre mondiale avec le peu de réserves d'or qui leur restait? Et sachant que John Maynard Keynes, depuis son plan pour préserver les réserves d'or, est maintenant conseiller en matière de financement de guerre, autant vous dire qu'il a du pain sur la planche. Pour tenter de financer la guerre, le gouvernement va lancer une campagne pour lever 350 millions de livres via des obligations de guerre. Ces obligations sont en fait des titres de reconnaissance de dette contre des intérêts et le retour de cet or dans le futur.
Et le gouvernement va marketer ses obligations via des discours patriotiques, des appels au devoir national, des affiches de soutien placardées, etc. Mais ça prend pas. Le public ne va pas donner son or pour une guerre qui n'a encore pas du tout atteint les frontières de l'Angleterre et donc pour un conflit qui reste encore lointain pour eux. Et oui, on était encore à une époque où la population pouvait avoir son mot à dire quant à quelle guerre elle voulait que son argent finance. Mais ça allait pas durer plus longtemps. La Banque d'Angleterre, et maintenant donc soutenue par Keynes, n'allait pas faire machine arrière malgré que la population soit réticente à donc financer cette guerre. Et ils sont arrivés avec un plan. Ils se sont financés en sortant et en utilisant l'or des comptes de ces citoyens et ils ont masqué les traces en créant des faux prêts accordés aux employés de la banque. C'est étrange comment ces passages de la Première Guerre mondiale sont pas racontés dans les livres d'histoire, alors que ça explique pourquoi, pour la première fois, une guerre de cette échelle et de cette ampleur a pu durer pendant aussi longtemps et générer 20 millions de morts. Précédemment, une guerre s'achevait lorsqu'il y avait un gagnant, ou alors lorsque l'un des deux partis avait ses réserves d'or qui s'étaient achevées. Mais ça donc, c'était le passé. À présent, le gouvernement pouvait financer ses ambitions sans se soucier des quantités d'or et il pouvait convertir des bouts de papier en trésors. Bien sûr, ça allait se propager. Quel gouvernement n'allait pas vouloir d'un tel pouvoir? Aux États-Unis, en ce moment-là, il fallait que 40% de l'argent qui a été émis en papier soit backé par de l'or. Donc, pour pouvoir imprimer plus d'argent, il fallait obtenir plus d'or. En 1933, donc, le président en place, c'est Roosevelt, et il veut donc plus d'or pour pouvoir dépenser plus. Et là, il va mettre un plan en place. La première étape de son plan, c'est pointer du doigt un coupable pour pouvoir obtenir le soutien de la population. En 1933, Roosevelt il mena une campagne de propagande contre les riches en affirmant que seule une redistribution forcée des richesses des citoyens vers le gouvernement pourrait apporter la prospérité. Roosevelt y plaidera devant le Congrès que la pratique de transférer de l'or d'un individu à un autre ou du gouvernement à un individu au sein d'une nation est non seulement inutile, mais en tout point indésirable, et que le gouvernement américain devait prendre possession légale permanente de toutes les réserves d'or monétaires détenues par les Américains. Et le 5 avril 1933, l'expropriation de l'or était officielle. Ils avaient interdit la possession de plus de 100 $ en pièces d'or, obligeant la population à vendre leur or au gouvernement au prix de 20,67 $ la once d'or. Ensuite, 8 mois plus tard, le Congrès, ils ont adopté le Gold Reserve Act qui nationalisait légalement absolument tout l'or détenu aux États-Unis. Et donc maintenant, Roosevelt, il avait le contrôle de l'or et la population, ils avaient quoi? Des bouts de papier. Et Roosevelt pouvait imprimer plus d'argent en papier étant donné qu'il avait plus d'or. Et ça tarda pas, dès le lendemain de l'adoption du Gold Reserve Act, Roosevelt dévalua la monnaie. Du jour au lendemain, il fallait 35 $ pour obtenir une once d'or, alors qu'il en fallait que 20,67 depuis plusieurs siècles, soit une baisse de pouvoir d'achat soudaine de 41%. Le prix de 35 $ resta ensuite inchangé jusqu'en 1971. Donc pour pouvoir dépenser plus, le gouvernement il a nationalisé par décret le fait de confisquer l'ensemble de l'or de ses citoyens et une fois que le gouvernement avait plus d'or, il a pu imprimer plus d'argent, dévaluant le pouvoir d'achat des citoyens. Cette dévaluation, c'est parce que le gouvernement a donc émis plus de billets pour pouvoir financer des politiques économiques qui étaient censées relancer l'économie. Et est-ce que ces dépenses ont permis d'améliorer l'économie? Pas du tout, au contraire, l'économie s'aggrava. Avant que Keynes fasse le bonheur des gouvernements, le monde il était bien différent. Épargner c'était la norme et la dette elle était mal vue. Et toute monnaie qui n'était pas adossée à l'or était automatiquement vue comme une fraude. Mais donc ça c'était avant. En 1936, Keynes publie la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Et là, ça a tout bouleversé. Il explique que quand l'économie est en récession, la consommation baisse. Mais on peut compenser cette baisse de la consommation en augmentant les dépenses publiques. Il appelle ça le multiplicateur keynésien. En gros, pour Keynes, chaque dollar dépensé par l'État génère bien plus qu'un dollar. Parce qu'avec $1 de dépenses, l'État peut générer 2 $, 3 $, voire plus. Parce que l'argent circule de main en main et donc un même billet est dépensé plusieurs fois. Et ça, c'est du pain béni pour les gouvernements.
Ils peuvent donc dépenser encore plus sans avoir besoin de trop se justifier. Les universités se sont mises à enseigner ces théories partout et ces idées ont infiltré les cerveaux des futurs dirigeants. Bref, ça a tout changé. Fini les années où les États devaient gérer leur budget et dépenser plus que l'on récolte, c'était devenu la norme. Jusqu'en 1929, les États-Unis affichaient une balance positive 2 années sur 3, donc ils récoltaient plus que ce qu'ils dépensaient. Mais depuis que les politiques keynésiennes avaient pris le pas, le déficit était devenu la norme et donc les États dépensaient plus que leurs recettes. Si tu te poses la question pour la France, c'est pire. Depuis 1974, pas une seule année, l'État a dépensé plus qu'il n'a récolté. Chaque année, la dette s'accumule. Mais à quel prix? Comme on va le voir dans la suite de cette vidéo, chaque dollar de dette du passé était en fait un sacrifice du futur pour le bénéfice du présent que les futures générations allaient devoir payer. Donc depuis l'essor du keynésianisme, soudainement les monnaies qui étaient basées sur l'or étaient devenues des reliques du passé et il fallait de la flexibilité dans la monnaie pour pouvoir amener de la prospérité dans un pays. Et qui donc allait apporter cette flexibilité monétaire? Ce sont bien sûr les gouvernements. Et comment les keynésianistes ont justifié de ce nouveau rôle exponentiel du gouvernement dans la politique de l'État? Eh bien, ils sont arrivés avec une nouvelle théorie économique, la courbe de Phillips. Cette théorie, elle promettait une relation inversée entre le chômage et l'inflation. En gros, si on voulait baisser le chômage, il fallait accepter que l'inflation augmente et si au contraire tu voulais contenir l'inflation, eh ben, il fallait accepter que le chômage augmente. Parce que soudainement, les gouvernements, ils allaient pouvoir stimuler l'économie. Comme ça, ils allaient pouvoir faire fonctionner l'économie à plein régime via des politiques d'expansion monétaire. Cette économie qui fonctionne à plein régime, elle génère de l'emploi, le taux de chômage baisse, mais au fur et à mesure que cette économie et que ces stimulus économiques génèrent plus de masse monétaire, l'inflation augmente. Lorsque cette inflation, elle devient hors de contrôle ou en tout cas trop élevée, les politiques d'expansion monétaire donc diminuent, générant une récession, en tout cas moins d'activité économique et donc réaugmentant le chômage mais faisant baisser l'inflation. Donc avec cette formule en main, les politiciens, ils avaient l'excuse parfaite pour imprimer plus d'argent. Après tout, qui se plaindrait de la dévaluation de la monnaie si ça permettait de sauver les emplois de ses voisins? Et donc, une fois mise en pratique, est-ce que cette théorie s'est avérée correcte? Eh bien, non. Dès 1971, même pour Nixon, c'était évident que la théorie ne fonctionnait pas. Le chômage, il augmentait et l'inflation, elle augmentait encore plus rapidement. En plus, la croissance était devenue négative. Et donc si le modèle keynésien fonctionnait, comment l'inflation et le chômage pouvaient augmenter les deux en même temps? Avec ces politiques, la situation des États-Unis, elle est sur un point de non-retour. Ils avaient imprimé plus d'argent que leurs réserves d'or leur permettaient et l'économie s'était toujours pas améliorée. C'est là que Nixon annonça la fin de la convertibilité du dollar en or. Et c'est une décision qui est minimisée de nos jours alors que c'est une décision qui est absolument capitale et majeure dans l'histoire des êtres humains. En faisant que l'argent n'était plus une denrée rare, les gouvernements s'étaient octroyé le pouvoir d'imprimer autant d'argent qu'ils le voulaient. Le résultat, il se fit sentir instantanément. Dès 1973, 2 ans après, l'inflation elle avait plus que doublé, plongeant l'économie dans une crise encore plus grave. Jusqu'à ce que le gouvernement confisque l'or de ses citoyens en 1933, le dollar s'était maintenu à 20 $, la once d'or. Depuis lors, aujourd'hui, il nous faut 2500 $ plus pour pouvoir acheter la moindre once d'or. Autrement dit, depuis que le gouvernement des États-Unis a imposé sa monnaie papier à sa population, cette dite monnaie a perdu 99,20% de son pouvoir d'achat comparé à l'or. Depuis 1971, le nombre d'USD en circulation a augmenté 2859%. Pas étonnant que l'USD a donc perdu totalement en pouvoir d'achat comparé à l'or avec lequel il était adossé autrefois. Depuis 1914, l'USD a eu une inflation de 12 500% comparé à l'or. Comme l'a dit Saifedean Ammous, l'histoire a montré que les gouvernements succomberont inévitablement à la tentation de gonfler l'offre monétaire. Et bien sûr, l'Europe, elle est vraiment pas différente. Lorsque l'on parle de l'USD, c'est la monnaie la plus forte et vous vous doutez bien que l'euro n'a pas fait mieux. Depuis l'introduction de l'euro en 1999, notre pouvoir d'achat a perdu 90% par rapport à si l'on était resté sous l'étalon or, dont l'offre ne peut pas être créée par les États.
Toute cette augmentation de la masse monétaire, c'est en grande partie de la dette. Et cette dette était, selon Keynes, censée nous rapporter plus de dollars. Effectivement, $1 d'émis était censé générer plus d'$1 en circulation dans l'économie en résultat dans son PIB. Pourtant, sur les 20 années de 2009 à 2019, selon l'Institut des finances internationales, il a fallu générer $4 de dette pour générer un seul dollar de croissance. Et encore, ça c'était avant toutes les dettes qui se sont accumulées pendant le Covid. Mais concrètement, comment cette dette et cette impression monétaire, elle se manifeste dans notre quotidien et elle cause tous les problèmes que l'on a autour de nous et pour notre génération, c'est ce que l'on va voir dès maintenant. L'argent en réalité n'a pas vraiment de valeur, c'est juste un intermédiaire qui sert à mesurer l'effort et le temps nécessaire à chaque bien ou service. Par exemple, l'air, qui ne nécessite ni effort ni temps, est gratuit. Avec son contrôle de l'argent, ce que le gouvernement a réellement, c'est le contrôle du temps et des efforts de sa population. Aujourd'hui, il faut bien moins de temps et d'efforts pour produire des choses comme la nourriture, les meubles ou même des maisons qu'il y a 50 ans. Pourtant, les prix continuent d'augmenter. Pourquoi ? Parce que la valeur de ces efforts est mesurée avec une monnaie dont l'offre a explosé de 3000% depuis. Chaque fois que de l'argent est fraîchement créé, c'est l'argent qui était déjà en circulation qui baisse en intérêt et en valeur. Prenons un exemple simple. Imaginez un petit village avec une économie basée sur 100 pommes et 100 billets en papier qui servent de moyen d'échange. Chaque pomme vaut logiquement un billet, mais si le chef du village décide de doubler la quantité de billets et les injecte dans l'économie du village par ses propres dépenses, mais que le nombre de pommes reste le même, on peut s'attendre à ce que le prix de chaque pomme va lui aussi doubler. Parce qu'il faut toujours le même temps et effort pour faire une pomme, mais 2 fois plus de billets représentent ce même effort. Et c'est là que le chaos commence. Les villageois s'énervent et blâment le commerçant pour l'augmentation des prix. Bien sûr, le chef du village, il va compatir avec la colère des habitants. Il va même imposer des règles, des réglementations, des taxes supplémentaires sur les vergers de pommes pour maintenir des prix abordables, notamment pour les petits orphelins amateurs de pommes du village. Et ces contrôles des prix seront alors instaurés, stipulant sous peine de sanction que toutes les pommes doivent être vendues au prix précédent, soit un billet. Et comme tout contrôle de prix dans l'économie, ça entraîne des pénuries et ça entraînerait une pénurie de pommes. Parce que 2 billets représentent la réelle perception du temps et des efforts de la production d'une pomme dans ce village, mais en forçant le prix à 1 billet, on influe négativement sur la relation d'offre et de demande. Mais ce que les villageois ne savent pas, c'est que c'est le même chef qui est à l'origine du problème en imprimant plus de billets. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos économies, sauf que l'échelle est bien plus grande et les conséquences bien plus graves. Et à chaque hausse des prix, les gouvernements proposent plus de régulation, plus de taxes, tout en continuant à imprimer encore plus d'argent, qui est la réelle source du problème. Depuis l'apparition de l'euro en 1999, la quantité de monnaie en circulation a augmenté de 275%. Et ça, si vous pensez que ça n'a pas d'impact sur votre vie, vous vous trompez fortement. Selon Matthew Lysiak dans son livre Fiat Food, en 69, une famille américaine pouvait en moyenne acheter 8,23 kg de viande par jour avec son revenu. Aujourd'hui, cette même famille, elle ne peut en acheter que 5,4. Pour ce qui est du logement, c'est la même histoire. Dans les années 70, il fallait moins de 4 ans de salaire médian pour acheter une maison. Aujourd'hui, il en faut presque 8. Donc malgré les progrès technologiques et le fait que les maisons sont toujours construites de moins bonne qualité, notre pouvoir d'achat il a été divisé par 2. Le temps c'est de l'argent, mais j'ajouterai quelque chose, l'argent c'est une combinaison de temps et d'énergie. Et la monnaie papier, elle a permis au gouvernement d'obtenir un pouvoir inimaginable. Il transforme des bouts de papier contre du temps et de l'énergie des personnes. Et pour maintenir le système en place, ils sont obligés de systématiquement voler de plus en plus de notre temps et de notre énergie. L'argent, c'est pas simplement des chiffres sur ton compte en banque. C'est la représentation du temps et des efforts que tu as fournis. Mais aujourd'hui, ces efforts, ils sont constamment dilués sans qu'on en ait vraiment conscience et sans qu'on l'ait vraiment décidé. Pourquoi ? Parce que les gouvernements dépensent plus que ce qu'ils peuvent se permettre sur base de théories économiques totalement biaisées. Lorsqu'un État s'endette, ce qu'il fait, c'est prendre un morceau de notre temps et de notre énergie du futur pour le dépenser au moment présent. Et de la dette, il y en a eu. Depuis l'application des théories keynésiennes, la dette a explosé. Elle est de plus de 300% du PIB des principales économies. C'est un chiffre absurdement élevé. Ça signifie que notre avenir il a déjà été dépensé et que chaque dollar emprunté est une promesse que on va devoir honorer demain. Une promesse qui pèse donc sur notre génération et c'est l'avenir, alors que c'est pas nous qui en ont eu les bénéfices.
Regarde autour de toi, pourquoi les personnes se marient de plus en plus tard, achètent leur première maison de plus en plus tard, ont moins d'enfants et de plus en plus tard? Tout provient du même problème. L'inflation, c'est le vol de ton temps. Et en fait, c'est le fait qu'il va falloir toujours plus de ton temps et de ton énergie pour finalement obtenir la même chose. Reprenons un dernier exemple. Imaginez qu'un salaire mensuel vous permette d'acheter vos courses pendant un mois. Et lorsque la monnaie est dévaluée, soudainement, ce même salaire ne couvre plus qu'une seule semaine de courses. Ça nécessite donc plus de votre temps et de votre énergie pour maintenir votre niveau de vie. Résultat, on quitte la maison familiale plus tard, on se marie plus tard, on reporte l'achat d'une maison, on a moins d'enfants, l'âge de la retraite recule, les tensions dans le foyer augmentent à cause de l'instabilité économique et les divorces augmentent. Pire encore, on constate une augmentation des suicides chez les hommes, une baisse de l'espérance de vie aux États-Unis et tout ça à cause du fait que les gouvernements ont pris le contrôle sur la monnaie. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. L'économiste Lynn Allen, dans son livre Broken Money, prédit que les prochaines décennies seront des décennies d'inflation. Parce que tout simplement, la dette est devenue beaucoup trop colossale. Et pour rembourser cette dette, les États ont le contrôle de l'impression monétaire. Donc pour maintenir ce système en place, les gouvernements vont constamment voler de plus en plus le temps et l'énergie de sa population, aggravant encore toujours plus les problèmes que l'on a cités précédemment. Et donc aujourd'hui, de plus en plus de personnes commencent à se poser la question, mais sérieusement, comment on va rembourser une dette aussi colossale? Et c'est là que Bitcoin pourrait intervenir pour sauver les populations mondiales, parce que Bitcoin, c'est un peu la manière de dire, je sais pas qui va rembourser votre dette, mais les gars, ce que je peux vous assurer, c'est que ce ne sera pas mon temps et mon énergie qui servira à rembourser cette dette. Et il y a encore pire. Pour garder le contrôle et garder la face, le gouvernement, il masque les vrais chiffres de l'inflation. Et cette inflation, elle a comme conséquence de détruire les classes moyennes et pauvres. Pour en savoir plus, clique sur cette vidéo dédiée à ça. En attendant, n'oublie pas de liker celle-ci, de t'abonner à ma chaîne. C'était Axel. Ciao.